Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Cet épisode, c'est pas facile pour moi de le faire. Je fais deux petits préambules avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il devait sortir sur la chaîne des dossiers du Foalier. Je souhaitais en faire un long montage. Donc j'ai écrit un script entier, complet. Donc dans cet épisode, il va arriver que je lise un petit peu le script pour savoir ce que j'avais écrit. Évidemment, je ne vais pas vous lire exactement ce que j'ai rédigé sur mon script. La vidéo serait absolument insupportable à voir. Je vais paraphraser, mais le rythme sera probablement un petit peu moins soutenu et un petit peu moins fluide qu'à l'accoutumée. Je prie de m'en excuser. Et la deuxième des choses, c'est que une des raisons pour lesquelles j'avais finalement annulé la sortie de cet épisode, qui était monté à 50%, j'avais quasiment fini le montage, c'est que la situation s'était calmée. Je trouvais que les membres de la Zawa Prod, depuis un moment, s'étaient un petit peu calmés sur les réseaux, mais il y a de leur part une augmentation absolument terrible des propos agressifs, violents, diffamants à l'encontre de toutes les personnes qui ne soutiennent pas, qui n'ont pas soutenu Dany dès le départ. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait valoir la peine finalement de sortir finalement cet épisode, pas sous la forme d'un dossier monté, mais donc sous la forme de moi qui m'adresse à vous. Donc je vais avoir beaucoup de captures à vous montrer dans cet épisode. Beaucoup. On a plus de 150 captures d'écran et de captures vidéo à voir. Donc il y en a pour 1h30. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On fait d'abord un tout petit rappel des faits si jamais vous ne savez pas de ce dont je suis en train de vous parler, mais entre fin 2024 et le 3 mars 2025, vous avez Christa Vango, qui est une militante afroféministe, entre autres, décoloniale, enfin bref, une femme passionnante, qui publie sur ses réseaux privés, Twitter, Instagram, un témoignage qui vise Dany, mais qui ne cite pas Dany, dans lequel elle décrit beaucoup de faits de violence conjugale, elle décrit des faits de contrôle coercitif de son corps, l'interdiction de sortir, elle doit porter tel ou tel vêtement, enfin, Dany n'aime pas qu'elle voit tel ou tel ami, bref. Elle décrit des faits de violence conjugale, bon, des choses qui sont assez graves, mais malheureusement, ce témoignage ne rencontre absolument aucun écho. En plus de ça, Dany Erhaz décide de finalement sortir un live avant que Christa ait pu nommer Dany et écrire son témoignage complet, et on va revenir là-dessus juste après. Il décide de sortir du coup cette vidéo sur laquelle on va revenir, dans laquelle ils disent, bah voilà, il y a des choses qui me sont reprochées qui vont sortir. Premièrement, des reproches que me font une ex quand j'avais 20 ans, où après notre rupture, voilà, il y a eu quelques petits bails de harcèlement de sa part et de la part de ses amis sur Facebook. Il parle de ça pendant 1 heure, et puis à la fin, il évoque à peine le témoignage de Christa, ce qui fait qu'une large partie de son public, à ce moment-là, le soutiennent corps et âme, en occultant complètement le témoignage de Christa, de violence conjugale, violence conjugale présumée, on respecte évidemment sa présomption d'innocence, et en considérant que les gens leur en voudraient simplement pour leur faire du mal, parce que reprocher à Dany avoir mal vécu une rupture et avoir partagé quelques messages sur Facebook, ce serait quand même un petit peu fort. Voilà quel est le narratif qui est mis en place à ce moment-là. Ensuite, quelques semaines après ça, vous avez un article de Mediapart qui est sorti le 7 mai 2025, qui est complètement à charge contre Dany, et là qui est cataclysmique, puisque l'article de Mediapart donne la parole à Marion, la fameuse ex avec qui Dany était quand il avait 20 ans, sur lequel il n'y aurait eu que des bails de harcèlement, sauf qu'elle décrit du chantage au suicide pour avoir des relations sexuelles, ce qui est caractérisé, d'après l'article de Mediapart, comme étant potentiellement de l'agression sexuelle. Donc là, d'un seul coup, on se rend compte qu'il n'y a pas que juste le témoignage de Christa Vango sur les réseaux sociaux, il y a aussi une femme qui parle d'une agression sexuelle à minima. Ça peut même qualifier d'un viol. Vous savez qu'obtenir un rapport sexuel sous la contrainte peut être qualifié d'un viol dans la justice française. Bref, donc des choses beaucoup plus inquiétantes que ce qu'ils avaient déclaré dans leur live. Il y a eu également, en plus du témoignage de Christa relayé par l'article de Mediapart, des propos tenus par Dany, Raz et Cassandre, qui sont qualifiés par Mediapart de transphobes, intersexophobes, grossophobes et misogynes à l'encontre de collègues streamers. Petit aparté, sachez que ces streamers ont exprimé leur volonté directe de ne pas être cités, qu'on ne parle pas de ces faits-là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on instrumentalise cela, et donc, évidemment, je respecte tout à fait leur choix, donc je ne vous montrerai aucune capture d'écran, et on ne reparlera plus de ça, voilà, pour respecter leur volonté qu'on ne parle pas à leur place, tout simplement. Mediapart a aussi révélé des injures misogynes à l'encontre d'une journaliste, et également le fait que Dany aurait envoyé des photos de ses parties intimes, si vous voyez ce que je veux dire, à des personnes qui ne seraient évidemment pas consentantes pour recevoir ce type de photos. Ça, c'est tout à fait caractéristique d'agression sexuelle aux yeux de la loi. Et des questions se sont posées à la sortie de cet article. Première question, pourquoi les gens continuent à soutenir Dany Erhaz? Deuxième question, pourquoi certaines personnes n'ont pas soutenu Dany Erhaz à la sortie du témoignage de Christa Vango, ont estimé que c'était pas si grave, et quand le témoignage de Mediapart est sorti, d'un seul coup, ils se sont posé des questions. On s'est également demandé un petit peu collectivement, est-ce que cette violence fait système? Est-ce que Dany Erhaz, qui sont toujours d'ailleurs les plus gros streamers de gauche, 17 000 € de dons mensuels avant la sortie de ces histoires-là,
Est-ce qu'ils ont mis en place une sorte de système pour, je ne sais pas, verrouiller ce type de secret, pour permettre le développement de ce type de violence? Bref, des questions assez intéressantes. Et dans ce dossier, moi, ce que je vous propose, qui n'est du coup pas un dossier, c'est d'analyser toutes ces questions-là sous un angle dont on parle beaucoup sur la chaîne, et qu'on va essayer de mettre en pratique sous l'angle de la stratégie agresseur. Ne vous inquiétez pas, on va revenir en long, en large, en travers sur la notion de stratégie agresseur. Alors le Stéphane du montage s'aperçoit, à la fin du montage, rapide, hein, c'est juste 2-3 petits extraits que j'ai coupés, que je n'ai pas présenté la stratégie de l'agresseur telle que j'allais la développer dans cet épisode. Alors, comprenez bien une chose, c'est que la stratégie de l'agresseur, elle est décrite de façon différente en fonction des organismes qui en parlent. Mais voilà, il y a des éléments qui reviennent systématiquement. La stratégie agresseur, lorsque vous lisez la littérature féministe, il y a toujours les éléments suivants, à savoir le contrôle narratif de la situation. On essaye de contrôler l'histoire de la violence. On essaye de minimiser les faits à tout prix. On va isoler la victime. On va essayer de créer une confusion chez la victime et chez ses soutiens de ce qui est en train de se passer, donc de brouiller la réalité. On va recruter des alliés pour pouvoir nous défendre. Et si possible, on va renverser la culpabilité. Et bien on va voir. On va voir ensemble, c'est ça qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Est-ce que tous ces points ont été cochés par les membres collectifs de la Zawa? Est-ce que ça nous permet d'avoir une analyse un tout petit peu différente de celle qu'on a eue jusque-là, avec beaucoup plus de recul aujourd'hui, pour essayer de comprendre, est-ce que oui ou non, ils ont mis en place des éléments de la stratégie agresseur, collectivement, autrement dit, est-ce qu'il y a eu une structure collectivement violente au sein de la Zawa? C'est ce qu'on va voir ensemble. On reprend le cours de l'épisode, pardon pour l'interruption. Et je me suis dit peut-être que c'est nécessaire d'aller donner des clés à certaines personnes pour leur permettre de comprendre ce qui se passe actuellement sur les réseaux, pour comprendre pourquoi il y a une telle agressivité à l'encontre de toutes les personnes qui n'ont pas soutenu le narratif de Dany dès le départ. Et on va se lancer dans le vif du sujet. Le premier chapitre, je l'avais intitulé « Contrôle narratif et minimisation ». Pourquoi je parle de contrôle narratif? Parce que Dany Erras choisit de sortir un live avant que Krista ait le temps de nommer Dany, de rédiger correctement son témoignage. Donc là, il y a une volonté de contrôler le narratif, de ne pas respecter du coup la temporalité du témoignage de la victime. Et la deuxième des choses, pourquoi est-ce que je parle de minimisation? Parce que Dany Erras ne cesse de minimiser ce qui se passe déjà dans le premier live, quand ils disent qu'il y a des bails de harcèlement quand il avait 20 ans sur Facebook qui pourraient sortir, c'est une totale minimisation. Non, c'est un témoignage caractérisé d'après Mediapart comme étant potentiellement une agression sexuelle. Je veux dire, la minimisation est totale. Et Dany décide, bien avant la sortie de l'article de Mediapart, donc je vous refais la temporalité, Krista sort un témoignage où elle ne nomme pas Dany, Dany et Erras vont s'auto-call-out, et quelques jours après, Dany va sortir un texte interminable, catastrophique, qui s'appelle « La peine de la gauche ». Au tout début de cet article, il dit « Depuis quelques mois, une ex me fait indirectement des reproches sur Instagram et Twitter ». Et là, déjà, on voit le procédé de minimisation qui est mis en place. Donc la minimisation est caractéristique de la stratégie agresseur. Caractéristique, c'est-à-dire que l'agresseur est obligé de dire que finalement ce qu'il a fait n'était pas si grave que ça pour se dédouaner. Ce pas des reproches qui sont faits par Krista, ce sont des faits qui ressemblent à de la violence conjugale. La phrase correcte aurait été « Depuis quelques mois, une ex me dénonce ou m'accuse d'avoir commis des violences conjugales. » Pas d'avoir fait des reproches. En disant ça, déjà, on se met tout le monde. Vous voyez, il se met tout le monde dans la poche en minimisant ces faits-là. Le contrôle coercitif du corps social, dire à une personne comment elle doit s'habiller, qui elle doit voir, etc., c'est pas des reproches. Attention, ce sont des faits de violence conjugale. Un petit peu plus loin, il va dire, Dany, mon ex non plus n'a pas accès à cette normalité puisque ses tweets font des milliers de vues et se retrouvent dans des vidéos de médias d'extrême droite comme Frontières. Donc là, il y a évidemment deux choses. Il y a une culpabilité par association. Voilà, des médias d'extrême droite m'en voudraient. Donc ça arrange quand même plutôt bien l'extrême droite et mes adversaires que ce genre de trucs sortent. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans le coin ou à gauche. Je vais me mettre comme d'habitude ici. Et puis surtout, il y a pas mal de personnes qui se sont dit mais la position dans laquelle Dany se trouve est une position ultra dominante. Il est le patron de la Zawa, l'entreprise numéro 1 du stream de gauche sur les réseaux sociaux. Et donc, à partir du moment où vous vous retrouvez dans une position de pouvoir, ça c'est une vision très politique des VSS, les VSS se comprennent de cette façon-là. Les VSS peuvent être commises parce qu'il y a une inégalité qui est très forte, parce qu'il n'y a pas le même pouvoir dans un couple hétérosexuel. Vous avez un statut social qui est complètement inéquitable. Et Dany essaye de parer à ça en disant « Non mais attendez, elle avait des followers, donc je ne pouvais pas être dans une position dominante. » La violence s'applique
du dominant au dominé. Donc comment voulez-vous qu'il y ait de la violence conjugale s'il n'y a pas de dominant? Et il dit ça d'une femme noire, précaire, simplement parce qu'elle avait exercé la profession de mannequin, donc apparemment ça c'est une profession dominante, hein. On appréciera sur les 99% de femmes mannequins qui subissent tout ce que vous savez dans le milieu du mannequinat, on a déjà fait des épisodes là-dessus, et donc encore une forme de minimisation. Je n'étais pas en situation de pouvoir finalement, puisqu'elle avait aussi beaucoup de followers. Bref. Il faut qu'on se pose une question assez intéressante, parce que Dany a beaucoup dit, dans cet article et en live, que si jamais vous relayez cette histoire-là, vous faisiez le jeu de l'extrême droite, et moi je vous pose la question, comment vous faites la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, si à l'extrême gauche, finalement, on tolère les affaires de VSS, si on ne réagit pas. Dany et Raz vont tout faire pour antagoniser les gens, faire croire aux gens que les personnes qui ne défendent pas Dany ne le défendent pas parce qu'ils lui en veulent. Et vous allez voir à quel point c'est absurde et à quel point ça ne tient pas la route. L'exemple de Mathieu Burgalassi, je vais vous en parler maintenant, est le meilleur. Mathieu Burgalassi, à la sortie le témoignage de Christa, a dit qu'on n'en savait pas encore assez. Vous voyez, hein, les faits décrits par Christa, une femme noire, hein, c'est pas suffisant pour lui. Dany et Raz sont très contents, ils disent en live que voilà, il y a des gens qui ont bien réagi, comme Mathieu Burgalassi, vous voyez, ils font l'appui et le beau temps. Par contre, après la sortie de l'article de Mediapart, Mathieu Burgalassi les lâche. Et là, ça devient limite le traître. Donc bon, vous voyez que c'est cette notion de on a des ennemis, ça les arrange bien, c'est un peu quand ça les arrange. En fait, pour eux, les ennemis, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, et puis les alliés, c'est ceux qui les soutiennent. Bon. Bref, j'espère avoir des alliés suffisamment solides pour qu'ils soient capables de me dire quand je déconne. Donc, comment est-ce qu'on fait la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite? Si à l'extrême gauche, on tolère ça. Comment on peut affirmer que nous, à gauche, on a une vision progressiste de la société si on passe sous silence ce genre de choses? Vous avez Christa, qui est une femme noire en situation de précarité, qui subit de la violence dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Et évidemment qu'on va apposer nos grilles de lecture politique sur cette situation et qu'on va refuser ce que font Dany et Raz, à savoir de dépolitiser la chose et de le voir de façon complètement individuelle. Puis Dany, il sait très bien que l'extrême droite récupère n'importe quoi, même à gauche, pourvu que ça fasse leur pain. Donc c'est assez dégueulasse de la mettre dans cette sauce. Dans l'article, on lit plus tard que Zawa serait un boss club, que les gens disent que Zawa est un boss club et qu'en réalité ça n'est pas un boss club parce qu'il y a aussi des femmes et des femmes trans. On va revenir sur cette question dans un autre chapitre parce que il faut que vous sachiez que les femmes, il y a toujours eu des femmes dans les boss clubs, toujours. Hein, si vous lisez, et on va parler d'un ouvrage très intéressant là-dessus, la littérature féministe sur ce qu'est un boss club, il y a des femmes dans les boss clubs. Et donc dire on a des femmes et des femmes trans donc on peut pas être un boss club, bah non, ça ne fonctionne pas. C'est aussi une forme de minimisation. Nous ne sommes pas un boss club donc il n'y aura pas de violence masculine chez nous. Bref. Toujours dans cet article, il dit la justice suppose la temporalité. Et là, bon, il y a une manipulation parce que il est en train de dire que si vous parlez de l'affaire, vous ne respectez pas la temporalité, alors que lui-même sort une vidéo avec Raz avant que Tristan ait terminé son témoignage, donc qui n'a pas respecté la temporalité. Tout ça, ce sont des processus de contrôle narratif et de minimisation des faits. Là, on est en pleine stratégie agresseur dans l'une des caractéristiques de la stratégie agresseur. On lit ensuite. La majorité des VSS ou des violences racistes ou interpersonnelles ne sont pas que le fruit des individus qui les commettent. Et ça, c'est intéressant parce que là, on voit que dans la communauté de Dany et Raz, chez la Zawa Prod en général, même le patriarcat, ils ne savent pas ce que c'est. Je n'ai absolument aucune honte de le dire, ils n'ont rien lu sur la question, ils sont complètement ignorants sur la question. Pour eux, le patriarcat est une structure idéologique, vous voyez ce que je veux dire, qui plane un petit peu au-dessus, qui n'a pas d'emprise, et étant donné que vous avez un patriarcat, vous voyez, qui plane, eh ben les hommes, ils sont un peu contaminés par ce patriarcat, donc ils produisent de la violence masculine malgré eux. C'est absolument pas la définition du patriarcat. Le patriarcat, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. C'est exactement l'inverse. Le patriarcat, pour fonctionner, pour exister, pour être cette structure qui écrase la société dans laquelle on vit, elle a besoin de la violence masculine pour exister. La violence masculine, c'est son arme. C'est la violence masculine qui légitime, du coup, son existence. Et donc, en disant ça, Dany, il essaye de sous-entendre que c'est pas tant sa faute à lui que la faute du patriarcat. C'est une manière de se déresponsabiliser de ce qu'il a fait. Et cette vision politique des VSS qu'ils n'ont pas, en plus de ça, malgré cela, ils ont le toupet d'aller vous faire la leçon et de vous dire que vous ne politisez pas correctement les VSS. Alors que eux sont complètement à l'envers, ne serait-ce que sur la définition du patriarcat et sur la conception politique de comment on comprend la violence masculine. La violence masculine n'est pas une conséquence malheureuse dont nous, les hommes, serions quelque part des victimes en reproduisant de la violence sur ces pauvres femmes. Non. Le patriarcat existe en tant que structure parce que les hommes produisent de la violence masculine pour justifier, du coup, la domination masculine, pour justifier les inégalités basées sur le genre, ou basées sur le sexe.
Et donc voilà, là ils vont revenir tellement dessus sur le fait qu'il faut lutter contre le patriarcat et pas lutter contre la violence masculine. Mais j'ai un scoop pour vous, c'est la même chose. Lutter contre la violence masculine et lutter contre le patriarcat, c'est la même chose. La violence masculine, c'est l'arme qui permet l'existence du patriarcat, bien évidemment, que vous devez lutter contre les actes individuels de violence masculine. En refusant du coup cette vision-là, en disant qu'il faudrait lutter contre le patriarcat et pas s'attaquer à Dany, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse les blagues sexistes du tonton au dîner de Noël? Parce qu'après tout, c'est le patriarcat le problème et pas le tonton. Ça veut dire qu'on n'intervient pas quand il y a une agression sexiste parce que vous comprenez, c'est le patriarcat avant d'être l'homme. Ça déresponsabilise complètement. On est en totale stratégie agresseur. L'agresseur n'est responsable de rien. Il est déresponsabilisé. Vous avez à ce sujet-là l'État qui va complètement dans ce sens, qui dit le fait que certaines personnes à gauche emploient des concepts féministes comme un DSM. Mais qui fait ça? C'est littéralement eux qui font ça. D'accord? Pour eux, c'est un DSM. La violence masculine, c'est le fait du patriarcat, donc il faut lutter contre le patriarcat pour diminuer les symptômes. Bref. Comment on peut en 2025 ne pas comprendre que violence et domination sont des questions d'environnement et que c'est ça qu'il faut en premier lieu accuser? Alors c'est faux. Dire que les questions de violence et de domination sont des questions d'environnement, c'est faux. La littérature scientifique sur la question de la violence explique que pour la production de violence, il faut un individu violent. Et évidemment que le contexte est propice au développement de la violence. Toujours. La présence d'un gardien, par exemple, fait que la probabilité de la survenue d'une violence est moindre. Donc il y a une influence de l'environnement. Mais il faut l'individu violent. Sans l'individu violent, il n'y a pas de raison d'avoir de la violence, sauf certaines situations extrêmes. Mais on ne va pas en parler parce que ce n'est pas du tout la question ici. Il y en a certains ici en semaine A qui disent déterminisme sociologique, et semaine B, c'est du ouin-ouin de parler de ces déterminations. En fait, c'est des rouges-bruns. Voilà, donc l'erreur ici, c'est de reprendre la rhétorique de Dany et de considérer que finalement, ce qui est grave dans cette histoire, c'est pas du tout le témoignage de Christa, c'est la domination masculine, c'est pas le comportement de Dany. Comme s'il fallait excuser, du coup, ça. Bon, c'est une catastrophe. Et vous avez quelques jours plus tard, Wissam, qui travaille avec Lazawa aussi, qui participe à ce phénomène de minimisation, je suis désolé pour la toux, en parlant de drama. Vous voyez, il parle de Nathalie Tatadrapi, bon bref, et de Dany. Bon, je ne veux pas revenir sur Nathalie Tatadrapi, on s'en fiche, mais enfin on s'en fiche pas, mais on va rester sur Dany, en disant pourquoi on aime le goût du sang. Ils en font un drama. Et c'est très intéressant de se dire que eux qui reprochent aux gens de ne pas politiser la question des VSS, mais ils disent ça simplement pour qu'on arrête de taper sur leur patron, font passer ce qui s'est produit pour un drama. Voilà, c'est-à-dire c'est un drama. Ça n'a pas à être analysé avec un angle antisexiste, avec un angle féministe, avec un angle patriarcal, parce qu'il y a plein de choses. Dans un rapport comme ça, où vous avez Dany qui finit par gagner beaucoup d'argent, avoir une sacrée position sociale, il est blanc, il y a un rapport de classe, il y a un rapport de race, évidemment, sur Christa Vango qui est noir, il y a un rapport sexiste, un rapport de genre, vous comprenez bien. Eh ben non. C'est du drama. Vous voyez ce que je veux dire? On aime le goût du sang. Ça, c'est une énorme minimisation également. Finalement, vous avez l'article de Mediapart qui va sortir, et vous avez, dans le processus de minimisation, donc là, je suis obligé de couper ici la caméra pendant 1 seconde. Voilà, ça y est, la scène est prête. Je vous montre du coup comment Moufette va réagir à l'accusation d'avoir envoyé des photos de ses parties intimes à des personnes. C'est présenté comme une histoire de viol. Donc ça, sur le truc des photos des couilles là, bien évidemment c'est un move débile, tu vois. Mais vous savez, c'est des trucs de jeux à boire. Vous vous souvenez un peu l'époque des jeux à boire. Il y avait beaucoup ça en fait quand j'étais jeune. Ça n'excuse pas le fait que c'est vraiment... Voilà, moi je suis jamais rentré quand les mecs ils faisaient des jeux à boire comme ça et que ça se filait des challenges à la con comme vas-y montre une photo de ton cul ou des trucs comme ça. Moi j'ai toujours trouvé ça con. Voilà, après que Dany l'ait fait au cours d'un espèce de jeu à boire et qu'il a envoyé ça à tout son répertoire parce que c'était le gage. Voilà quoi, moi je trouve ça débile. Mais c'était il y a longtemps. Bon, je vais pas non plus faire s'abattre les foudres de la morale sur un jeune qui, enfin voilà quoi. Bon, bref. Bon, voilà, c'est clair. C'est voilà, c'est presque plus que de la minimisation. Le mot agression n'est jamais posé. Et voilà, il était jeune. Vous comprenez, il était jeune. C'est plutôt du jeu à boire. Donc bon. Voilà quoi, non, on n'est absolument pas tous sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Ça, c'était la réaction de Moufette, du coup, donc un autre exemple de minimisation des faits qui sont reprochés à Dany.
avant la sortie de l'article de Mediapart. Et après la sortie de l'article de Mediapart, après la sortie de l'article de Mediapart, mais avant, déjà, dans un live, il faut quand même que vous compreniez que chez Lazawa, c'est quand même un peu la fête, regardez. Ils sont... Voilà, leur structure est accusée de produire potentiellement de la violence à grande échelle, puisqu'on l'a vu dans l'article de Mediapart que il semblerait qu'ils s'en prennent à des journalistes, à des collègues streamers et streameuses, etc. Et sur leur plateau, ça danse. On est en plein milieu de ce conflit et ça danse. Et ils ont créé une sorte, un peu comme Bégodeau l'avait fait avec Ludivine Bantigny, de réaction VSS heureuse, joyeuse. Et moi, je trouve que ces extraits sont indécents. Alors évidemment, ils ont le droit de danser, il n'y a aucun problème, mais si vous voulez, est-ce que c'est le lieu... Et ça montre que quelque part, le processus de minimisation qu'ils ont mis en place sur les réseaux sociaux est mis en place parce qu'ils pensent probablement profondément que ça n'est pas si grave. Puisqu'on peut danser alors que l'article de Mediapart vient à peine de sortir. Et regardez la façon dont Moufette va ironiser sur la notion d'emprise ici. J'ai vos tubs en fait, c'est bon. Bon, j'ai été sous emprise et il a enlevé le casque de Duspel sous emprise, donc maintenant ça va, je suis bien. La fatigue, elle est finie. Voilà, donc là vous avez... Moufette qui se moque du fait que des personnes disent qu'il y a des gens à Lazawa, des employés qui seraient sous emprise, et elle s'en moque en disant j'ai retiré le casque de l'emprise et puis ça a l'air de faire marrer un petit peu tout le monde. C'est un phénomène de minimisation encore une fois. Vous allez dire c'est marrant, on nous accuse d'emprise, mais c'est grave en fait l'emprise. Mais si c'est présenté en dansant comme vous l'avez vu dans un extrait à l'instant, ou si c'est présenté comme étant quelque chose sur lequel on peut faire une blague, ça montre que la minimisation elle est peut-être aussi là parce qu'ils pensent que les actes de Dany ne sont pas si graves. Et là, ça crée un réel problème, c'est que ces personnes-là, ces streamers-là et ces streameuses-là, Moufette, là, en l'occurrence, si elles n'étaient pas dans Lazawa, si elles étaient à l'extérieur, jamais elles considéreraient que ce genre de truc, c'est le genre de truc sur lequel on peut faire des blagues et sur lequel ça peut être joyeux. Et donc, dans cette structure, il y a probablement un truc un petit peu planant qui fait qu'ils sont tous quelque part, sous une forme d'emprise, obligés d'en rire. Autre chose que je veux vous montrer dans ce phénomène de minimisation, pour ne pas avoir à répondre aux accusations, vous avez Wissam qui va commencer à ce moment-là à hausser le ton contre la PAD du team, parce que la PAD du team a soutenu le témoignage de Cristal, c'est littéralement ça. Ils vont manifester quelques désaccords politiques comme c'est le cas depuis des années, sauf que le ton va monter et il va commencer à produire un certain nombre de vidéos exclusivement pour répondre à la PAD du team. Là, vous avez un malaise dans le matérialisme, donc qui répond au marxisme blanc anti-psychanalyse et anti-affect. Ici, vous avez du coup la même vidéo. Là, vous avez encore une autre vidéo sur la psychanalyse et le marxisme, décoloniser le marxisme, etc. Et si le marxisme était trop matérialiste, et à chaque fois, ça répond à des trucs de la PAD du film. Et ça, ce que fait Wissam, c'est un détournement d'attention, caractéristique de la stratégie agresseur aussi, qui participe à la minimisation des faits. Il essaye de faire croire qu'en réalité, si Lazawa attaque toutes les personnes qui sont en train de dire à Lazawa, comment se fait-il que vous défendez encore Dany, il essaye de faire croire que s'il les attaque, c'est pour des points de vue idéologiques, exclusivement idéologiques. Vous voyez, on a des désaccords idéologiques, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des soucis autour de Dany. Et donc, quelque part, Wissam est assez lâche, j'ai pas peur de le dire, il n'ose absolument pas aborder le problème. Le problème, Wissam, la seule chose que nous avons à te reprocher, c'est que... qu'on avait à ce moment-là, c'est que tu es soutenu Dany, tu es minimisé les faits, tu es participé à développer la stratégie agresseur qu'on voit ensemble dans cet épisode. Et c'est assez triste que ta chaîne soit devenue une chaîne de react à la PAD du team aujourd'hui pour justifier ton attitude. Bref, je laisse la parole à Christa pour la fin de cette première partie, qui disait arrêtez avant la... Alors elle, Christa, elle est en train de dire que elle est en train de manifester sa colère à l'encontre du fait que certaines personnes dénonce Dany depuis la sortie de l'article de Mediapart, mais elle ne l'est pas dénoncée quand elle est témoignée. Et beaucoup de personnes ont dit, oui, mais c'est parce qu'on ne savait pas. Et elle dit, arrêtez de dire que vous ne saviez pas, c'est pas vrai, vous avez fait des choix. Vous avez fait le choix de ne pas me croire, de considérer les violences psychologiques qu'elle a décrites comme n'étant pas quelque chose de grave, alors que c'est le terreau de toutes les violences et toutes les formes de domination. Assumez vos choix. Et ça, c'est très intéressant, et on va revenir en long, en large et en travers sur ces propos qui sont particulièrement justes. On a vu donc comment ils cherchent à contrôler le narratif, c'est pas si grave, à minimiser les faits, à essayer de prétendre que s'ils attaquent les streamers qui ne soutiennent pas Dany, c'est pour des raisons idéologiques, s'ils ne sont pas d'accord sur leur perception du marxisme. Personne, absolument personne ne vous croit. Et quand on voit comment Wissam insulte à tout va là depuis quelques jours, et Lazawa en général, Moufette, il y a une personne qui lui dit « T'as soutenu Dany sur son viol », elle a quand même osé lui répondre « Combien de fois t'as été violée dans ta vie ?» Non mais Moufette, quoi.
Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va falloir les redescendre sur Terre. Des personnes qui défendent une personne accusée de VSS et qui se retrouvent à faire des leçons de féminisme à tout le monde, il va falloir qu'ils redescendent sur Terre. Ça, c'était le contrôle narratif et la minimisation des faits. Pour pouvoir, de la façon la plus efficace possible, développer ta stratégie agresseur, il va falloir isoler les victimes. Les isoler le plus possible. Et le témoignage de Christa va bien expliquer justement comment cet isolement s'est mis en place. C'est la deuxième partie, l'isolement des victimes. La stratégie de l'agresseur, elle ne peut pas fonctionner si la victime elle est très soutenue. Et donc, pour l'isoler, comment on va faire ? Eh bien, on va faire taire toutes les voix de soutien. Voilà comment ils vont isoler Christa. Il faut faire taire toutes les personnes qui les soutiennent, et là, je suis obligé de revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Les seules victimes de cette affaire sont les personnes qui ont été décrites dans l'article de Mediapart. Je ne suis pas une victime de Dany Heraz. Les autres personnes dont on va parler dans cette partie ne sont pas des victimes de Dany Heraz. L'objectif n'est pas que vous portiez votre empathie sur ces personnes-là, que l'on soit très clair. J'essaye de vous montrer dans cette partie comment Dany Heraz ont fait, et l'Azawa Prod en général, je vais dire l'Azawa Prod maintenant comment l'Azawa a isolé Christa. Ils ont isolé Christa, l'Azawa a isolé Christa en attaquant tous ses soutiens, sans aucune exception. Bref, donc, on a un petit extrait à voir ensemble. Vous avez des gens au sein de l'Azawa qui avaient sorti un article, une sorte de grand PowerPoint, on va dire, voilà, de grand PowerPoint, qui essayait de comprendre ce qui s'était passé, de voir un petit peu ce qu'il y avait dans l'attitude de l'Azawa, qui pouvait même reprocher. Et donc là, clairement, on est sur un PowerPoint qui défend complètement le point de vue de Christa, qui demande des comptes à Dany Heraz, et comment ils vont se sortir de ça. Eh bien, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se moquer ouvertement de ce PowerPoint. Ils ne vont même pas le considérer, ils vont le moquer. Regarde. Je suis en mode force, arrêtez de regarder. J'étais en train de parler des FTP et MOI, du lien entre résidents et luttes immigrés, ils sont venus spam leur PowerPoint. Ça, c'est, voilà, la folie dans laquelle vous êtes, votre PowerPoint de merde qui dit que de la merde. Mais vraiment, genre Cassandre, il l'a lu, il rigolait de votre vision de la chose, des faits, du féminisme. Il rigolait, votre discours est éclaté. Genre, vous êtes au terminal online de fou. Donc voilà, elles sont psychiatrisées. Elles sont terminalistes, je ne sais pas comment elles le disent. Pas particulièrement psychophobe, cet extrait. On ne se pose aucune question sur la pertinence du PowerPoint et surtout son fond. Vous êtes en train de défendre Dany, qui est accusée de violence conjugale, et on aimerait que vous y répondiez, et il y a d'autres choses dans votre attitude qui nous dérangent. Ils s'en moquent, clairement. Et on psychiatrise, du coup, les personnes qui leur demandent des comptes. Et il y a pire, c'est-à-dire que pour isoler, du coup, Christa, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aussi se débarrasser de personnes dans leur propre chat qui vont simplement exprimer des désaccords avec eux. Littéralement. Regardez ça. C'est trop de s'arrêter et d'attendre et d'être humble vis-à-vis des événements ou pas ? C'est des Arthur Classe, tu t'enfonces. Mais casse-toi, vraiment. Va défendre le vote RN, je sais pas, du ring, je t'en supplie, laisse-moi tranquille, vraiment. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, cassez-vous. Allez défendre machin, je sais pas, du ring. Voilà, antagonisation, vous voyez, ça on va en parler après, de cette notion d'antagonisation. Ça permet encore une fois de ne pas avoir à répondre sur le fond. Et donc, pour isoler Christa, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se moque de personnes qui ont produit un PowerPoint pour demander des comptes. On vire du chat toutes les personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Et puis, quand Baduring et Dr Zoé discutent de la situation, et très sincèrement, ils avaient été assez clean, hein, là, c'est le moins qu'on puisse dire, vous avez Raz qui arrive dans le chat pour dire, là, tout en bas, qu'ils sont en train de diffamer. C'était sorti avant l'article de Mediapart, hein, donc ça a mal vieilli. Et dans le chat ici, on voit sur le côté Raz qui dit « faut vraiment faire attention à ce que vous dites, à mon avis ». Donc là, on est sur une forme de menace de plainte. Hein, c'est juste, je veux dire, c'est impossible autrement de le voir. Enfin, vous avez quelqu'un qui est en train de sortir une vidéo sur vous et vous lui dites « c'est de la diffamation, tu devrais faire très attention à ce que tu es en train de dire ». C'est une menace. Vous êtes en train de menacer quelque part de porter plainte. Eh bien, les personnes dans leur chat qui vont leur demander des comptes par rapport à ça, qui ont été quand même choqués, ça c'est des gens de leur public qui sont chez eux. Hein. Voilà comment ils réagissent. Genre, tu n'es pas là à devoir te coucher et te laisser être molesté, quoi. Enfin, genre ça... Le live, vous enfoncez pas du tout, mais arrêtez de mentir, les gens. Enfin, désolé, arrêtez de mentir. Vous avez menacé.
Le live où ils se sont enfoncés, là ils disent mais arrêtez de mentir pour que derrière Dany revienne 2 semaines après et dise que le live était catastrophique et qu'ils soient tous d'accord pour dire oui c'était catastrophique. Enfin bref. Donc il y a quelqu'un qui dit vous avez menacé Dr Zoé. Voilà comment il réagit. C'est Docteur... Oh. Oh. Et bon, bref, allez. Hein, Oh la menace, non mais. et d'ailleurs, les gens- pourquoi tu dis que vous avez menacé Docteur Zoé et Papa During? C'est parce que c'est une femme et du coup, c'est forcément une victime? Bel écoféminisme, hein. Voilà, donc là c'est odieux, Cassandre, tu es odieux quand tu fais ça, vraiment c'est absolument scandaleux parce que c'est un moment où Zoé prenait la parole, il y avait quasiment que elle qui parlait à ce moment-là, et quand Raz évidemment intervient, il intervient quand Zoé parle. Et donc Cassandre essaye de faire croire que c'est vous qui êtes des sexistes, c'est vous qui êtes des misogynes, parce que vous avez considéré que c'était Dr Zoé qui était visé. Évidemment que c'est Dr Zoé qui était visé, je ne sais pas à qui il va essayer de faire croire que ça n'était pas le cas. Donc voilà. Commencez à comprendre. Pour isoler la victime, on va l'isoler de ses soutiens. Donc, les soutiens qui sont de votre camp, vous les virez, vous vous moquez d'eux, vous les psychiatrisez et vous menacez, sous-entendu, de plainte pour diffamation, les personnes qui essayent de parler de l'affaire de la meilleure façon possible. Bref. Les autres membres de la Zawa sont tous au garde à vous, on en reparlera grandement, mais il y a 2-3 trucs dont on va parler maintenant, mais on aura très largement l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais il y a d'autres membres de la Zawa qui vont être complètement au garde à vous, voilà, il faut le savoir, et qui vont se mettre à leur tour, attaquer certains soutiens. Vous avez... Par exemple, ici, Boom qui va dire le mec qui parle le plus à la place des meufs, il se plaint que des gens soient agressifs envers lui, donc il justifie l'agressivité des personnes qui soi-disant parlent à la place des femmes d'après lui. Bref, ici ils sont tous mis. Je vais vous montrer la majorité des captures d'écran à ce sujet-là un petit peu plus tard parce que ça va rentrer dans une démarche un petit peu plus grande. Vous avez Ilyes qui va parler de malhonnêteté de la part de Paduring, de position revue sur la critique du livre, d'un livre. Ils ont fait 1 heure de commentaires sur 2 minutes d'extrait pour dire que la psychanalyse est une épistémologie bourgeoise. On parlera du fait que le travail, machin, n'est pas mentionné, etc. Donc on va avoir tous les membres de la Zawa qui vont commencer à s'attaquer aux travaux, aux propos de différents streamers. Là, vous voyez, il s'en prend directement à Paduring ici. On isole les victimes en l'isolant de ses soutiens. Voilà, on essaye d'affaiblir ses soutiens. Vous avez Paduring qui va être traité de lâche ici par Ilyes. Vous avez Doumit qui va s'indigner à juste titre de l'extrait par Moufette. Et vous avez Moufette qui va le traiter de bouffon, qui va s'attaquer à lui, etc. Et là, je vais carrément vous montrer un extrait d'Ilyes qui tient des propos qui sont les propos dignes de Caroline Forest au sujet des VSS, qui s'en prend encore à une personne dans son chat. Je vous laisse l'extrait. Oui, puis voilà, et moi je vais revenir sur un truc, et là je le dis, ça ne regarde moi et aucune plus personne de Zawa Prod et aucun autre militant. Moi, le terme de VSS, il est à questionner aussi, hein. Genre, en fait, le fait qu'il englobe le fait de faire une agression sexuelle ou un viol et des violences sexistes qui peuvent être dans des logiques interpersonnelles dans un couple, et qu'on scinde les deux sans jamais pouvoir les dissocier et créer une... Ah mais non, moi je le pense, le chat, hein. Genre, désolé, hein. Genre, ça veut pas dire que c'est pas des violences auxquelles il faut donner attention. Ça veut pas dire qu'il faut pas comprendre les dynamiques sexistes que peut y avoir à travers un mauvais comportement ou à travers une situation d'emprise ou blablabla. Mais l'englober à travers un terme, ce qui permet à d'autres personnes de mettre sur le même piédestal un viol avec, je sais pas, une insulte misogyne, et etc., etc. Lâche ça, il y est. Ça, c'est du Caroline Forest, hein. Maintenant, les femmes, elles disent que c'est un viol alors qu'elles sont insultées. C'est du Caroline Forest dans le texte. Yes, t'as rien compris, arrête de mainstream. Ah non, je dis ce que je veux. Désolé, excuse-moi, genre, vous pouvez me critiquer tant que vous voulez, moi je le pense ce truc-là, je suis désolé. Genre, encore une fois, j'ai pas la prétention d'être parfaite, je veux donner des leçons de militantisme à personne, mais moi je suis désolé, genre ce qui a créé aussi du flou dans la tête des gens, c'est l'utilisation du terme VSS, où du coup les gens ont commencé à dire Dany est un violeur. Dans les tentatives d'intimidation, il y a aussi le fait de vouloir absolument dénigrer Iéna pour ses positions sur la prostitution. Voilà, uniquement là-dessus, c'est-à-dire, oui, mais elle est abolitionniste, Stéphane fait un effort, donc elle nous demande des comptes, ça n'a rien à voir. Donc on attaque évidemment les gens sur d'autres positions qui n'ont rien à voir avec les VSS. Vous avez Tedak là qui dit « Dites-vous, dans la journée précédente, le live kata de Dany Létard m'a accusé par MP de vouloir déclencher le grand terrassement parce que je défendais Christa publiquement. Il m'a aussi dit le poulet arrive depuis 10 minutes avant le début du stream. » Ce que je veux vous faire comprendre, c'est assez important, c'est que je ne vous montre là qu'une infime partie de ce qui s'est passé en ligne. Dans la stratégie agresseur, l'isolement de la victime est indispensable. Il faut isoler la victime pour que l'agression est insensée. Pour pouvoir l'isoler, l'une des machines les plus efficaces, c'est de la priver de ses soutiens et donc d'attaquer les soutiens. Et ils s'y sont tous mis.
Jusque-là, toutes les cases de la stratégie agresseur sont largement cochées. On va redonner la parole à Christa, qui, je trouve, a systématiquement les mots parfaits sur ce type de situation. Elle dit depuis le live de la honte du 5 mars, Dany et Raz ont fait preuve de violence psychologique et de harcèlement contre moi en live sur Twitch, devant des milliers de personnes. C'est vrai qu'ils ont tenu des propos à son encontre, donc pour l'isoler, il la dénigre aussi. Avec la complexité de tous AwaProd, leurs proches et leur public, tous ont participé à mon dénigrement et celui de mes soutiens, pour la seule raison d'être une victime qui parle. Isolement de la victime sous vos yeux. Dany ment, il manipule en permanence, c'est épuisant, je ne vais pas revenir sur chaque mensonge à mon sujet. C'est une stratégie pour détourner du vrai problème, mais tout a été consigné. Vous êtes mauvais et dangereux sur le plan humain et militant. J'ai rarement vu un tel concentré de manque de respect, de suceurs, de menteurs, de lâches, d'hypocrites et d'opportunistes. Vous pratiquez l'intimidation, le harcèlement, la manipulation. Vous instrumentalisez nos principes pour ne pas avoir assumé la responsabilité de vos actes. C'est ce qu'ils ont compris, c'est-à-dire rien de la violence patriarcale. Vous n'avez aucune volonté de changer, en somme. Vous avez les mêmes méthodes que l'extrême droite. Quel est ce privilège qui vous permet de croire que vous pouvez agir ainsi? Mettez fin à la mascarade et assumez-vous tel que vous êtes. Pas d'inquiétude, vous n'aurez aucun problème à vous forger une communauté de mascus, prédateurs, violeurs. C'est pas ce qui manque. Aux meufs et pseudo-féministes qui ont endossé le rôle de suppositoire de la AwaProd au vu de leurs actes, navré de constater à quel point vous vous fondez parfaitement bien dans cet environnement de trou du cul. Elle est très en colère et, ma foi, on la comprend. Donc, pour la stratégie agresseur, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment Dany et Raz essayaient de garder la main sur le narratif et de minimiser les faits. Check. On a vu comment ils ont tout fait pour isoler la victime en s'en prenant à Christa et en s'en prenant à absolument tout leur soutien. Check. Maintenant, on va parler d'autre chose, un terme que absolument tout le monde connaît, mais qui n'est pas forcément très facile à comprendre. On va parler du gaslighting. On passe donc à la troisième partie, que j'avais intitulée La machine à confusion, qui va parler de gaslighting. La définition stricto sensu du gaslighting, c'est une technique de manipulation qui consiste à faire douter une victime de sa perception de la réalité et de sa santé mentale, et c'est une méthode qui est destructrice. Et vous avez beaucoup de streamers qui ont utilisé ce prétexte de gaslighting. Ils ont été gaslightés par Dany. C'est honteux de dire une telle chose. Absolument honteux. Donc là, je ne vais pas me faire que des copains, mais ça n'a aucune importance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux d'abord vous montrer un extrait. Un extrait de Kali qui fait partie des très rares à avoir présenté des excuses réellement correctes. Je vais tout de suite vous montrer ça, sans chercher à se cacher derrière quoi que ce soit. Bien évidemment, il aurait dû soutenir Christa au moment où Christa a sorti les faits, mais il ne se cache pas derrière ça. Donc écoutez, l'inverse total du gaslighting, là c'est Kali qui est parfaitement sincère et voilà, libre à vous de lui reprocher de ne pas avoir défendu Christa, mais on aimerait que les autres streamers et streameuses soient capables d'une telle autocritique. Écoutez. À ce moment-là, en fait, c'était pas pertinent, ça avait pas de sens, et je l'ai fait uniquement parce que j'ai de la sympathie pour Dany et Raz, parce que c'est quelqu'un que je connais, et que du coup, j'étais gaslight, quelque part, ou en tout cas, je pense pas que c'était pertinent du tout de mobiliser des arguments sur la réhabilitation, alors que Dany n'avait rien reconnu, qu'on n'avait pas entendu vraiment la victime. On avait entendu Christa, bien sûr, mais la victime, en l'occurrence de viol, on l'avait pas entendu. Donc j'avais dit à l'époque quand même que je me mettais, que j'avais pas grand chose à dire sur cette affaire tant qu'on n'avait pas plus de détails et tout. Et ça, je pense que même ça peut être caractérisé comme une erreur au final, parce qu'on avait quand même déjà pas mal d'éléments. Je veux dire, Christa avait dit déjà beaucoup de choses. Donc clairement, je pense pas que mes propos à ce moment-là étaient pertinents et étaient justes. Et je pense que j'ai réagi parce que c'est des gens pour qui j'ai de la sympathie et que du coup, c'est difficile c'est beaucoup plus difficile de dénoncer une situation dans laquelle on est impliqué que de dénoncer une situation dans laquelle on n'est pas impliqué. Ouais. Voilà, la reconnaissance totale. J'étais proche d'eux, en plus ils ont produit son album de rap, et du coup j'ai pas voulu voir, et c'est une erreur de ma part, et je reviens là-dessus. On va revenir du coup sur le gaslighting. Si vous voulez bien comprendre ce que c'est, je vous recommande cette petite vidéo, qui est une vidéo humoristique, certes, mais qui permet de très très bien comprendre ce que c'est que le gaslighting. Donc là, on va parler, donc c'est un échange, il est en anglais, je suis désolé, il s'agit d'un échange entre deux personnes, je vais peut-être même vous le traduire, alors ce qui est rigolo c'est que c'est fait sous le terme d'un truc un petit peu musical, et vous allez comprendre que là il y a du gaslighting à l'œuvre, et ça rend fou, mais fou la personne qui le subit, alors que c'est un échange sur Twitter avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc imaginez l'état dans lequel vous devriez être si vous êtes gaslighté, une personne dans votre couple. Vous avez quelqu'un qui dit... Nommez-moi une seule société communiste qui est réellement réussie. Et puis vous avez quelqu'un qui va lui répondre, ça arrive dans un instant, l'Espagne. Il va répondre l'Espagne. Mais quand? Elle répond, quand quoi? Le mec il dit, à quelle période? Elle dit, mais à quelle période quoi? À quelle période est-ce qu'ils étaient communistes? La personne lui répond, l'Espagne, mais ils n'ont jamais été communistes, enfin il me semble. Pourquoi tu te demandes?
Il dit, mais attends, mais tu te moques de moi. Il comprend pas. Il dit, je t'ai demandé de me nommer un pays communiste qui a bien fonctionné. Tu m'as dit l'Espagne. Après, tu me dis que l'Espagne n'a jamais été communiste. Et le gars répond, bah oui. Le mec, il dit, mais ça va pas. Le gars, il fait, mais attends, non, je comprends vraiment pas ce que tu es en train de me reprocher. Il dit, mais moi, je te reproche rien du tout. Ce que je suis en train de te demander, c'est à quel moment l'Espagne a été communiste, dirigée par un gouvernement communiste. Qu'est-ce que tu as du mal à comprendre? Et la personne derrière répond, je te dis clairement que l'Espagne n'a jamais été communiste. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je suis en train de te dire? Bon, ça rend complètement fou. Donc, le mec ne se laisse pas démonter. Il dit, écoute, tu as dit que l'Espagne était un pays communiste au tout début du trade. C'est toi qui as amené ça sur la table, le fait que l'Espagne soit, soi-disant, un pays communiste. Et il met la capture d'écran. Ça rend fou. Le gars, il fait, écoute, tu as répondu Espagne. Et le mec, il dit, mais c'est pas moi qui ai répondu Espagne. Et le type devient complètement fou. Alors évidemment, de ce point de vue-là, ça peut paraître prêt à sourire, mais imaginez l'effet que ça peut avoir dans votre couple lorsque vous subissez ce type de choses. C'est pour ça que lorsque vous avez des streamers qui disent on a été gaslighté par Dany, j'ai envie de dire, écoutez, respectez-vous un peu. Vraiment, hein, Mathieu Burguelassi avait utilisé ce terme. C'est inacceptable d'utiliser ce terme-là. Les personnes qui subissent du gaslighting, ça peut les détruire, ça peut les ravager. Je vais vous montrer des exemples crescendo pour vous montrer des exemples de gaslighting typiques. Donc là, ici, par exemple, ça peut paraître anodin, mais vous allez voir, ça va monter. Donc, boum, t'essayes de faire croire que la violence que subit Padu depuis son live où il a soutenu Christa, c'est dû à son positionnement idéologique. Voilà. Il explique être insulté par Lazawa et par ses membres, et eux, ils disent non, mais c'est simplement tes positions idéologiques. Alors qu'on a tous vu que jusque-là, quand ils avaient des accords idéologiques, c'était sujet à discussion, et même, ils étaient invités en plateau pour en discuter avec Pierre de la chaîne PsychoQuack et avec Dany lui-même il y a 6 mois. Ils étaient invités pour discuter de leurs désaccords. Et là, d'un seul coup, c'est devenu des insultes, et ils essayent de faire croire que ça n'a rien à voir avec ça. Bon, bref. Là, ici, il est sous-entendu que la haine qui est reçue par la part du team, ça vient de manquements idéologiques à propos de l'antiracisme. Alors ça a été abandonné depuis parce que c'est ridicule, donc ils ne reviennent plus du tout là-dessus. Mais bon, voilà, non. Les faits, c'est que Wissam défend son patron blanc accusé d'agression sexuelle. Ensuite, il y a Zoé qui clairement, on va le lire, voilà, est accusé. Enfin, il parle vous avez Ilyes qui parle du féminisme de la plante verte, en parlant de la vidéo de la part du team et en disant qu'ils ont absolument besoin d'une femme pour parler de féminisme parce qu'ils ne sauraient pas en parler. Donc, la plante verte, ça décrit qui? Ça décrit évidemment Zoé. Eh ben non. Ils vont dire, mais non, vous mélangez tout. Quand Ilyes a parlé de plante verte dans son tweet, il parle de Paduring et position revue. Hein. Oui, d'accord, en fait, ça concernait tout le monde sauf Zoé finalement. Là, il dit, vous êtes complètement malhonnête à ce sujet-là. Là, ici, vous êtes malhonnête au sujet de la plante verte, vous avez menti, etc. C'est absolument absurde de nier une évidence pareille. Vous parlez de féminisme de la plante verte en disant ils ne savent pas parler de féminisme sans Dr Zoé pour essayer de nous faire croire qu'en réalité, c'était pas de Zoé dont vous parliez. Et ça, c'est du pur gaslighting. Vous avez un autre exemple qui est à la frontière entre le gaslighting et la minimisation, c'est Wissam, quand il se demande si le fait d'avoir commis un viol fait de vous un violeur pour l'éternité. Et là, il y a deux choses. On est entre le gaslighting et la minimisation. C'est-à-dire qu'il est quand même malin, un peu lâche encore une fois. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire « je remets en doute le témoignage de Christa ». Mais il va dire « oui, mais est-ce que ça fait de Dany un violeur ?» Mais comment le viol arrive en fait? S'il n'arrive pas par le violeur, Wissam, ça tombe du ciel comme ça? C'est un châtiment divin, le viol? Évidemment que non. Et l'autre chose, c'est que du coup, violeur pour l'éternité, ça pose la question de la réhabilitation qui vont sans cesse mettre sur le devant de la table. Mais la réhabilitation, quand Dany, 1, ne reconnaît pas les faits, 2, ne présente pas ses excuses, et 3, ne montre pas de garantie qu'il a envie de changer, et c'est même tout l'inverse, on voit toute la stratégie agresseur mise en place par toute la Zawa, mais vous voulez le croire? Alors c'est bien beau de citer Elzadek Marceau en permanence. H24, il ne cite qu'Elzadek Marceau. La seule chose qu'ils ont lu l'année dernière sur le féminisme, mais Elzadek Marceau, elle ne dit pas qu'il faut douter des témoignages et qu'il ne faut pas qu'il y ait de condamnation des violeurs. Ok? Elle se plaint effectivement de la justice qui est parfois, on va dire, très sanctionnante dans certains groupes militants pour se substituer à la justice d'État, mais elle ne dit jamais, je pense qu'elle ne serait pas contente d'être instrumentalisée à ce point, que, en fait, il faut arrêter de demander des comptes à Dany et à la Zawa Prod, parce que vous comprenez, vous êtes en train de faire de la justice un peu expéditive, et puis ce que vous voulez, c'est du punitivisme, bref. Autre exemple. Voilà, un vrai détournement du réel, un vrai gaslighting.
Vous avez F de souche qui reprend un extrait de Pat During et de Chris. Voilà. Et donc, Ilyes qui va dire, t'es repris par F de souche, c'est signe que t'as pas la bonne épistémologie. On est en plein gaslighting, encore une fois. C'est-à-dire qu'il essaye de sous-entendre que si F de souche les a repris, c'est parce qu'il développe une idéologie d'extrême droite. C'est un déni total de la réalité. C'est complètement faux. F de souche reprend cet extrait simplement parce qu'à un moment donné, vous avez Chris qui a dit les Blancs, on va vous mettre la pression et que ça nourrit leur narratif nationaliste. Rien à voir avec le fait qu'ils défendent une idéologie d'extrême droite. C'est quand même assez grave de dire des trucs pareils. Élément de gaslighting ici, vous avez Moufette qui prétend qu'elle dit je me suis moqué de l'emprise qu'elle considérait que Dany avait sur toute notre équipe, pas la sienne. Tu peux aller vérifier le fameux extrait que les gens utilisent pour me faire dire ça. Non, Moufette, je n'ai jamais utilisé cet extrait pour te faire dire que tu te moquais de l'emprise que subissait Krista. J'ai utilisé cet extrait pour dire que tu te moquais de la notion d'emprise, qui est la notion même qu'on est en train de reprocher à ton patron. C'est faux, ce tweet est faux. C'est un mensonge. C'est difficile de rester calme. Un autre élément de gaslighting absolument terrible. Alors vraiment, celui-ci, je le trouve dramatique. Regardez. Vous dites dans le chat, t'as parlé de diffamation, puis vous devriez faire attention, ça sonne une menace de procès. Mais attends, dire. Bah, si ça les faudrait enquête. vérifier. Attends, mais désolé, mais dire dans un live, faudrait vérifier quand même que les contrats de travail ils soient clean, c'est pas une menace ça? Zoé n'a jamais dit qu'il faudrait vérifier qu'ils aient des contrats de travail. Quand à un moment donné, Chris a dit si jamais la Zawa s'effondre, il y a des gens qui pourraient perdre leur poste, Zoé a dit j'espère qu'ils ont des contrats de travail, c'est tout. Elle n'a jamais dit qu'il fallait aller vérifier vos contrats de travail. Ils le savent très bien. Ils le savent parfaitement. Bah tiens, j'espère qu'ils ont c'est des pas une contrats menace, de travail à Zawa Prod. On n'a jamais parlé à aucun salarié de Zawa Prod, mais j'espère qu'ils ont bien fait des contrats. Dany et Raz qui font une boîte, à mon avis, ils travaillent au noir. Bah bien Alors, sûr. à mon avis, personne n'est. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'a ont de fait contrat. une boîte et pas une association. On est en intérim Non, avec mais, des stagiaires. Genre, à un moment, les gens, c'est logique de répondre et c'est logique de s'énerver. Bah C'est oui. le sous-entendu en fait. Quand vous nous voyez avoir mal parce que des gens se permettent de dire tout ce qu'ils veulent sur des lives et qu'on est en mode, mais attendez, à un moment donné, on nous dit qu'il faut pas répondre, mais il y a des lives tous les 2 jours sur nous et qu'on y répond et que. Bon, on les a assez entendus, vous avez compris le principe. Alors, on est en gaslighting total, jamais Zoé. Mais évidemment qu'elle n'est pas allée contacter les employés de la Zawa Prod parce qu'elle n'a pas sous-entendu que vous ne leur aviez pas fait de contrat de travail. Elle dit simplement s'ils perdent leurs emplois, j'espère qu'ils ont des contrats de travail. Bref. Autre exemple de gaslighting, toujours dans le texte peine de la gauche, Dany se demande comment réagir quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce dont on est accusé. Très bien. Ouais, sauf que le témoignage de Krista est déjà en ligne. Il savait très bien ce dont il était accusé. Il a fait croire à son public, dans ce texte-là, qu'il ne savait pas de ce dont il était accusé. Mais de qui il se moque, alors qu'il a fait un live 4 jours avant pour dire qu'il y avait les accusations de violence psychique. Enfin bref. Plus loin, il sous-entend que la Zawa dérange. Donc voilà, il fait semblant de ne pas comprendre que c'est la gestion des VSS en tant que groupe là qui est calamiteuse et qui mérite des réponses claires. Toujours un peu plus loin dans le texte, alors que leur position sur le féminisme est absolument catastrophique et se rapproche vraiment de celui de Caroline Forest comme je vous l'ai montré, ils affirment être complémentaires au discours féministe quand ces derniers ont attaqué frontalement MeToo dans 2 lives consécutifs, alors qu'ils sont en pleine affaire de VSS. Je veux dire, il faut le voir pour le croire. Et bah 3e point, check. On est en plein dedans. Le gaslighting de l'équipe de la Zawa Prod, on est en plein dedans. Gaslighting de tout et n'importe quoi. Point suivant qu'on va vérifier en ce qui concerne la stratégie de l'agresseur. L'agresseur, une fois qu'il a isolé la victime contre les narratifs, etc., va avoir besoin de recruter des alliés. Et là, je vais pas me faire beaucoup de copains, mais je m'en contrefiche, très sincèrement. Comment on fait pour recruter des alliés ? Il y a pas mal de vidéastes dont on va parler dans cette partie-là. Je tiens juste à vous rappeler une chose extrêmement importante. Les seules personnes qui sont responsables et qui sont coupables de ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est les membres de la Zawa Prod, d'accord ? Qui agissent comme ça. C'est les seuls. Les personnes dont on va parler ne sont pas les coupables. Si jamais on les considère comme des coupables et que vous allez chercher des noises à des streamers ou des streameuses parce qu'ils n'ont pas pris le bon positionnement politique, vous allez vous retrouver avec un détournement du coup de l'empathie, de la question des VSS vers la question des streamers. Et du coup, ça affaiblit à la fois le témoignage des victimes et puis surtout, les gens mettent moins d'énergie à soutenir les victimes. Mais simplement, je vous montre cette partie pour que vous compreniez qu'ils sont allés chercher des soutiens. Ils ont recruté des alliés. Toutes les personnes qui les ont défendus, sans aucune exception, ils les ont mis en avant, et tous les alliés qui ont été mis en avant ont attaqué également pour isoler la victime. Ici, vous avez Léo, l'indécence. Alors Wissam, qui a dit que j'avais inventé le fait que des gens qui travaillaient avec la Zawa m'avaient insulté, Léo fait partie de gens qui m'ont insulté en DM, Wissam, voilà, avant de me diffamer. Léo
bah, il a décidé de se faire une petite tier list des vrais féministes. Hein, vous voyez, donc les vrais féministes, c'est donc Wissam et Cassandre en live. Lui, bien sûr, hein, pourquoi pas. Les membres de l'Azawa qui sont des bandeurs de gadji. Voilà, il met Dany, bandeur de gadji, qui est accusé de viol. Hein. Et toutes les personnes qui ont critiqué, dont votre serviteur, on s'en fiche, sont placées dans sont pas vraiment féministes, quoi. Voilà. Léo, qui n'a écouté que son courage à demi-mot, a supprimé son compte Twitter après et ne s'est jamais excusé. C'est pas très classe. Parmi les gens qui travaillent avec l'Azawa, vous avez RIP RSA, qui dit aujourd'hui, ça fait bon genre de dire qu'on appelle à la réhabilitation trop tôt. C'est vrai, dans ce cas, parlons de cette fameuse réhabilitation pour ceux qui sont réhabilités trop tard. Ok, super. Là, je suis attaqué, donc on s'en fiche, on va pas rester dessus. Donc vous voyez, l'Azawa va aller chercher des alliés pour nous attaquer. Bon là, c'est encore moi qui suis attaqué, on va pas aller dessus pour pas que les gens pensent que je parle de moi. Là, ici, on va aller attaquer Badmulch, qui a bien pris position dès la sortie du témoignage de Christa, pour carrément aller être un petit peu insultant et aller poser la question, voilà, de faire une comparaison de Badmulch et Bad Socio. Vous avez Morgane de Merteuil, une sacrée alliée de l'Azawa Prod, qui ose, après la sortie de l'article de Mediapart, écrire le féminisme Mediapart, toujours là pour s'auto-satisfaire de sa propre innocence, tout en exultant de se rouler dans la fange des autres. C'est la même posture que lors du dégueulasse stream de Paduring et Zoé. Bref, vous avez compris. Elle reposte évidemment du Sabrina qui les a bien défendus, qui a été une bonne alliée de Dany Raz à ce moment-là. Donc vous comprenez pourquoi ils la mettent en avant, Morgane de Merteuil. Hop là. Elle a bien reposté, comme vous pouvez le voir. Ça, vous voyez, c'est le mécanisme de recrutement d'alliés. Les personnes qui vont aller attaquer les gens qui nous attaquent, on va les mettre en avant. Et aussi parce qu'ils nous défendent et qui mettent en avant nos contenus. Bon, c'est lamentable. Vous avez Zoé Dubus qui a partagé un truc, mais inouï, ou juste après la sortie de l'article de Mediapart, qui dit « Je vais continuer à regarder et à partager les contenus de l'Azawa. Vous n'êtes pas content, vous savez comment vous désabonner, venez pas m'écrire 50 messages, ça ne suffira pas. » Et puis après, se justifie, me répond très agressivement. Moi, j'ai toujours du mal avec les gens qui répondent agressivement sur Twitter en disant « Mais t'es qui, pourquoi tu me parles ?» alors qu'ils postent des trucs publiquement. J'ai toujours du mal avec ça. Bref, et qui derrière tente une autocritique qui est catastrophique, où elle dit on est d'accord, c'était condamnable de n'avoir eu aucun mot pour les victimes, j'en suis désolé, j'aurais dû partager et ne pas essayer de me justifier, j'espère que tous les mecs qui font les oies blanches se questionnent en profondeur sur les autres, pour partager un thread où elle ne fait de nouveau aucune référence aux victimes. Voilà, donc Zoé Dubus est une belle alliée aussi, hein, sachez-le, de l'Azawa Prod. Vous avez Troublante Acide qui a réalisé une vidéo où carrément elle met le feu aux personnes qui ont dénoncé les comportements de Dany. Voilà, ni plus ni moins. Elle est extrêmement agressive dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques extraits. Et c'est très déplacé, évidemment. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, comment Troublante Acide a réagi à tout ça? Vous avez ça? Bref, le violentomètre a un énorme problème. Bon, il va être grand temps de s'attaquer à Nathalie. Oui, attaquons-nous à Nathalie, une femme victime de harcèlement misogyne depuis des années, qui a pris une bonne position dans le sujet, enfin sur la question. Attaquons-nous à Nathalie, hein, tu as raison, Troublante Acide. Et alors du coup, je vais quand même faire, genre, c'est bon, j'en ai marre du foyer, là, c'est bon, je dis ce que j'avais à dire. Oui, j'en ai un peu pris pour mon grade, mais je vous ai pas montré. Enfin bon, vous n'êtes pas trop méchant, hein, rassurez-vous. Hein. C'est ce que je l'ai dit, donc je l'ai dit. Bon, c'est insupportable. C'est pas une alliée uniquement parce qu'elle attaque les soutiens de Christa, ça a aussi été une alliée que l'Azawa était ravie d'avoir ce genre de vidéo, parce que Troublante Acide, elle a repris le discours de Dany Raz sur le cancel. Concrètement, c'est ça, hein, mon rapport au machin. Moi, encore une fois, j'arrive pas à lire des livres théoriques, etc. Je refais le point harcèlement. Je vais me moquer des gens là tout de suite. N'allez pas vous moquer d'eux, n'allez pas envoyer des messages. Oui, voilà, je vais le faire tout seul. Je vais insulter des gens dans live parce qu'elle a été insultante. Je vais me moquer d'eux, mais vous le faites pas, d'accord? Il y a que moi qui harcèle. Hein. Etc. N'allez pas faire ça. Justement, moi, ce que je dénonce chez eux, c'est justement comment ils utilisent les mécaniques de cancel pour des raisons que je considère égoïste. Voilà, donc tu n'as aucune intention à prêter aux gens que tu ne connais pas, et puisque tu l'as dit toi-même, Troublante, tu ne lis jamais aucun livre théorique, et c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que ça t'aurait permis de comprendre certains positionnements que les gens qui ont soutenu Christa ont développés. Vous avez aussi évidemment l'attaque sur le féminisme libéral, les arguments de Dany Raz classiques. C'est donc un mouvement de pensée qui a existé pendant hyper longtemps, qui est même le mouvement féministe majoritaire qu'il y a eu en France,
à vrai dire, voilà, moi, genre, c'est pas le mouvement du féminisme qui m'a le plus passionné, hein, donc du coup, je suis pas une experte. Je peux pas vous dire qui sont les grandes penseuses, blablabli, blablabla, les grandes influenceuses, etc. Peut-être un jour, je vous ferai un stream histoire du féminisme libéral, pourquoi pas. Moi, je connais le féminisme libéral surtout à travers, on va dire, les pratiques militantes qui parfois ont été bénéfiques, on peut le dire, et qui parfois ont été absolument catastrophiques. Bon voilà, hein, dénoncer les comportements de Dany, c'est du féminisme libéral, vous comprenez, parce que vous ne politisez pas la chose. Voilà. Vous aviez, qu'est-ce que je voulais vous montrer à ce sujet-là? Alors, on en est où? On en est ici. Ah oui, dans le timecode d'ailleurs, vous remarquerez, dans les timecodes de cet épisode de Trouble Antacide, il n'y a pas un mot pour les victimes nulle part. Hein, d'accord? Trailer, intro, warning harcèlement, le cancel, Kenny West, cancel dans cercle privé, la non-mixité, Bad Mulch, le problème avec la vengeance, vos mauvais avis, le faux allié, Nathalie, la toxicité, la punition et conclusion. Il n'y a pas un mot sur les victimes. Ça parle de la justice punitive versus la justice réhabilitatrice sans rien y connaître, sans ne rien avoir lu au féminisme libéral. Mais ne vous inquiétez pas, elle vous fera un jour un stream d'histoire pour vous expliquer quand même, alors qu'elle n'a rien lu là-dessus, quelle a été l'histoire du féminisme libéral. Bref, une dénomination qu'elle connaît particulièrement mal. Ah oui, elle parle aussi du Boys Club, du fait que ce serait transphobe de dire qu'ils sont en Boys Club parce qu'il y a une femme trans. Oui, bah, il y a des femmes dans les Boys Club, d'accord, hein, vous lisez Martine Delvaux, hein, le Boys Club, et vous verrez qu'il y a des femmes dans ces cercles-là. Bref, l'une des raisons pour lesquelles je vous disais que je vous montre ça à titre purement indicatif, et que ça n'est pas du tout pour considérer qu'ils sont coupables, au même titre que la Zawa Prod. Je comprends tout à fait que Krista et les victimes d'articles de Mediapart soient dégoûtées et leur en veulent, mais nous, ça n'est pas notre place. C'est que si on considère que ces personnes-là sont coupables, on se retrouve avec ça, avec ce live des modems qui est absolument en larmes, désespérée de subir beaucoup de harcèlement. C'est vrai qu'elle a subi du harcèlement parce qu'elle s'était très très mal positionnée après le témoignage de Krista. Et du coup, ça donne ça. Ça donne un détournement d'attention, de white tears, et puis finalement, on parle plus réellement du sujet, on parle plus réellement des victimes. Et donc, je tiens à rappeler encore une fois la démarche de cet épisode, qui n'est pas d'aller chercher d'autres coupables, qui n'est pas d'aller chercher d'autres victimes que celles qui sont décrites dans l'article de Mediapart, mais simplement d'essayer d'analyser ça sous l'angle de la stratégie agresseur. C'était le 4e chapitre sur le recrutement des alliés, et vous avez vu comment les alliés de la Zawa Prod ont bien tenu la barre, comment ils les ont mis en avant, Morgane Merteuil évidemment, leurs propres membres, Zoé Dubus qu'ils citent, etc. Et comment du coup ils s'y sont pris pour continuer la silenciation des victimes. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le 2e chapitre sur l'isolement de la victime. On attaque les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais on met en avant les contenus des personnes qui nous défendent. C'est le recrutement d'alliés. On est en pleine stratégie agresseur. On va parler maintenant d'un sujet dont Dany et Raz se sont beaucoup moqués, qui s'appelle le Darvo. Ça fait 1h presque 10 que je parle, je suis fatigué, excusez-moi. Le Darvo, c'est un acronyme anglais, ça veut dire deny. Deny, ça veut dire nier ou minimiser les faits reprochés. On a bien vu dans le 1er chapitre que c'était déjà fait. A, c'est pour attaque, on a bien vu que c'était attaqué. Et RVO, c'est reverse victim and offender, donc renverser la place entre la victime et l'agresseur. Et donc, on va se demander si, réellement, ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont tenté de se positionner eux-mêmes dans la place de la victime? On va voir ça. On prend d'abord un petit tweet de Krista, ici. Bref, après avoir affirmé que la du team n'avait parlé de l'affaire que par intérêt personnel, voilà, pour prendre leur place, Krista a été obligée de tweeter que c'est elle qui a demandé à Zoé de porter sa voix, puisqu'ils avaient sous-entendu que Zoé n'avait pas à parler de ça. Et Krista, elle dit, en fait, si, c'est moi qui ai demandé à ce qu'elle parle de moi. Donc là, on est à la fois dans une forme de gaslighting, donc de pur mensonge, c'est-à-dire que, voilà, ils prétendent qu'elle n'aurait pas dû en parler, en fait, si, c'est simplement que vous avez parlé un petit peu trop rapidement, et surtout, du coup, Zoé, elle est coupable. Pas eux, mais Zoé. Regardez, on est en plein Darvo, là. Dr Zoé, il est en contact. Dr Zoé, les gens disent dans le chat. Attends, les gens disent dans le chat, Dr Zoé, il est en contact avec la personne concernée. Ok, très bien, super, mais dans ce cas, ce n'est pas sa responsabilité de le faire et elle le sait très très bien elle-même. Non, en fait, Dr Zoé a été responsabilisée. Krista lui a demandé de porter sa voix et elle l'a fait. Dr Zoé n'est pas responsable. Elle n'est responsable de rien. En sous-entendant qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, il y a ce sous-entendu que, il y a une autre responsable dans l'affaire. Évidemment, c'est pas eux. Un point très intéressant. Vous avez Didier Héribon qui s'est plaint de méthodes journalistiques dont il a été la victime par le passé. Et il attaque la méthode de certaines presses. Qu'est-ce qu'il a fait, Dany, à votre avis? Dany, il a partagé ça.
il l'a partagé. Il a été objet de machin. Vous voyez, Dany a reposté cet article de Déribon et il dit, encore une fois, dans un de ces longs posts absolument interminables, qu'il a été, comme d'autres, l'objet d'enquêtes journalistiques. Bref, il a été l'objet, il est passif, faut excuser. Il a été l'objet. Bah, tu as été l'objet, Dany, parce qu'il y a eu des personnes qui ont écrit à des journalistes pour leur dire qu'il y avait des problèmes. Il y a un problème sur les journalistes, sur leurs enquêtes, sur leurs méthodes délétères, etc. Dany se place dans une position de victime à l'encontre des journalistes. Et donc, vous avez un discours qui commence à être un discours anti-MeToo, qui se développe de façon assez forte. Et vous avez une attaque à l'encontre de journalistes. Bah, je suis désolé, mais pour moi, ça me fait penser à du Soral. Je suis désolé. Un petit peu plus loin, écoutez un petit peu ce que Raz et Cassandre disent au sujet, donc, de Paduring et Zoé. Et Chris. Bah oui. Genre juste, ils profitent. Ils ont fait leur move, c'est tout. Voilà, ils parlent de VSS, donc ils ont fait leur move. Donc il y a des gens qui font des moves, vous voyez, calculés pour leur nuire. Ils sont victimes. Et pourtant, ça les empêchait pas, eux. Première, avant qu'on regarde et qu'on analyse, évidemment, les propos, on est d'accord que cette esthétique-là, c'est la même. Bref. Ça les empêchait pas, eux, de commenter des affaires de VSS, en l'occurrence avec Norman. Ah, mais eux, c'est pas pareil. Comprenez? Eux, c'est pas la même chose. Bref. Autre retournement complet, où il se place dans les positions de victime. Les gens, on n'a pas vu le même stream, je suis désolé. C'est pas parce que... Enfin, désolé les gens, mais tu fais 2 streams d'affilée où t'arrêtes pas de chier sur toute la Zawa Prod en disant de temps en temps « Après, nous, on veut pas cancel, nous, il n'y a pas de problème, machin. » Arrêtez de mytho, vous voyez bien l'hypocrisie. Enfin, je suis désolé. Genre juste, ils sont en mode « Faut détruire Zawa Prod et on récupère le bousin. » Et voilà, ils veulent nous détruire, vous comprenez? C'est les victimes d'un complot, C'est les victimes d'un complot, c'est terrible. Bref, ça je vais pas vous montrer, ça commence à être un petit peu long pour moi. Je peux vous montrer ça, en revanche, qui est intéressant aussi. Que ceci ou cela disparaissent. Mais ça, c'est une réflexion de Bourges. Désolé. Demain, désolé, si Ilyes, si Moufette, si Cassandre, si moi on arrête de l'activité, on ne peut plus vivre en fait. Donc on en vient au débat de, c'est ce que je disais à l'instant, tu n'as pas le droit de vivre de ton travail militant sur Internet. Pauvre chouchou, vous ne pouvez pas vivre de travail militant sur Internet. On leur reproche simplement leur gestion des VSS collectives. Vous vous rendez compte la victimisation et encore du gaslighting. Écoutez ici un double d'Arvo. Humble face à l'expression de nos émotions. Non mais attends, mais surtout, t'as toute la Terre qui fait du contenu toute la journée sur le sujet en disant faut respecter les personnes qui n'ont pas le droit de réagir à toutes les attaques, que ça soit sur Dany, sur la boîte, sur nous, c'est nous. Nous, on doit juste se taire et ne rien dire. Voilà, on peut plus rien dire. Bref. Bon, d'abord, ils affirment que la Terre entière a réalisé du contenu sur eux, alors que c'est eux qui occupent l'espace médiatique partout, tout le temps, non-stop, des lives en permanence pour en parler. Mais en plus, cette formulation, on n'a plus le droit de parler, c'est du Kaolin Forest encore, quoi. Vous n'avez plus le droit de parler? Bah si, vous parlez quand vous voulez, en fait, vous lancez le stream et vous parlez. Ils pourraient témoigner de leur soutien aux victimes présumées de Dany, arrêter de faire des leçons de féminisme et d'antiracisme à absolument tout le monde, alors qu'ils n'ont pas cru la parole d'une femme noire. Mais non. Bref. Ici, vous avez Boomt, qui repose du Tata Drapi, qui avait dit « Vous croyez les victimes quand elles sont blanches ?» La parole d'une femme voilée face à une grosse créatrice de contenu qui défend des fesses n'a pas de poids. En mois de Ramadan, je mentirais. Il partage ça à Boomt. Il voit pas le problème avec le fait que lui-même n'a pas cru la parole d'une femme noire face à un gros créateur de contenu blanc. Il le voit pas, C'est fou, Bref. Là, vous avez un truc assez indécent. Ilyes se moque de Zoé, qui défend Chris contre des attaques complètement gratuites et d'ailleurs infondées. Ce même Ilyes qui se plaint que Zoé défende un de ses amis. Ilyes qui danse sur des lives, qui rigole de la notion d'emprise, qui reproche la solidarité de Zoé envers un de ses amis. On est en plein d'arvo, en plein renversement. C'est incroyable. Dans le genre aussi, je défends mes amis, vous avez la Zawa qui est toujours là.
Boom qui va défendre Lénophie. Donc Lénophie, elle sera accusée. Bon, bref, il y a des affaires d'agression sexuelle. On m'a demandé de ne pas en parler. Je n'en parle pas. Bref, elle a invité Marvel Fitness sur sa chaîne pour parler de transphobie. On aimerait bien savoir ce que Marvel Fitness fait sur une chaîne pour parler de transphobie. Et il tweet, il y a des gauchistes qui attaquent Lénophie, une femme trans, voilà, complètement essentialiste, hein, qui a fait un stream avec un homme noir. Le seul influenceur à avoir fait de la prison pour harcèlement. C'est quel courant de gauche qui préconise ça? Non. On reproche que, encore une fois, une de vos alliés, que vous défendez, que vous mettez en avant, invite un mec qui a été condamné pour harcèlement misogyne. Alors certes, effectivement, sa victime avait inventé l'envoi d'une dick pic et c'est absolument scandaleux. Bien. Et elle dit, la violence psychologique, c'est comme une goutte d'eau qui tombe continuellement au même endroit. Prise isolément, c'est juste une goutte d'eau, un détail, mais à la longue, ça crée un trou dans la pierre. De tous les traumatismes que j'ai connus, c'est le plus persistant. Il n'y a que les personnes qui l'ont déjà vécu qui peuvent le comprendre. En aucun cas, je n'ai mal, car la relation avec Dany se serait mal terminée, c'est ce que tout le monde lui reproche. Hein. Elle ne serait pas contente de la fin de la relation, bref. Ça, au contraire, c'est une bénédiction. Tout est factice chez lui, puis je vais pas aller à la suite, qui est un peu insultant. Bref. Bon. On va parler un instant, rien à voir avec la stratégie agresseur, c'est complètement différent, des fausses accusations de viol. Vous allez dire, il est complètement tombé sur la tête, là, le foilier. Mais vous inquiétez pas, je sais exactement où je vais, et je vais vous lire ce que j'avais écrit à ce sujet-là, d'accord? Donc là, je passe dans un petit instant lecture pour que vous compreniez le rapport avec le bousin. Et donc, c'est écrit, donc vous allez l'entendre que c'est écrit. Parlons donc en introduction des fausses accusations. Je sais que ça peut paraître étrange, mais vous allez comprendre le lien. Selon la qualité des études, les fausses accusations de viol représenteraient 2 à 8% des procès pour viol. On parle là de cas où la victime reconnaît avoir inventé les faits. Un viol sur 100 seulement étant judiciarisé, on considère donc le nombre de fausses accusations, judiciarisées ou non, comme étant entre 0,2 et 0,8% seulement au maximum. Autrement dit, les fausses accusations de viol sont des phénomènes rarissimes, ça peut arriver à n'importe qui, et là je dis... N'importe qui, vraiment? Ça peut arriver à n'importe qui, une fausse accusation de viol? Eh bien, la réalité, c'est que déjà, il n'y a pas d'études sur ce sujet-là. Aucune étude ne s'intéresse à la question des fausses accusations. On doit s'en remettre à des approximations. Pour faire ces approximations, on est obligé d'aller lire tous les rares cas où il y a eu des cas de fausses accusations de viol avérées. En France, par exemple, les très rares fausses accusations de viol, elles sont très médiatisées. Quand on s'intéresse à ces cas, on s'aperçoit de 2 choses. Premièrement, ces accusations proviennent presque systématiquement de femmes blanches et sont orientées à l'encontre de personnes de minorité, issus de minorités. On retrouve des faits divers concernant par exemple des Italiens faussement accusés dans les années 60, de Roms dans la même situation dans les années 2000, ou plus récemment d'immigrés provenant du Maghreb ou d'Afrique noire. La deuxième chose qu'on le remarque dans ces faits divers, c'est que la femme qui a accusé un innocent a presque systématiquement subi un viol dans le cadre familial. Un récent fait divers d'une victime d'inceste qui avait accusé un immigré du Maghreb et l'a fait libérer des années plus tard le relate bien. Ces femmes, réellement violées par leur entourage pour faire reconnaître leur statut de victime, accusent un bouc émissaire en dehors de leur cercle familial pour obtenir une réparation et protéger le cercle familial. Ça n'est pas une excuse. C'est inexcusable ce qu'elles font. Je n'ai à ce jour connaissance d'aucun fait divers présentant une femme racisée qui accuse à tort un homme blanc. Aucun. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Voilà ce qu'a déclaré le lendemain de la sortie de l'article de Mediapart, Raz. Mais c'est pour dire, parce que je vois les gens déjà en mode reconnaissez, dites, parce que les gens, ce qu'ils veulent, là, la version woke, c'est dire on croit les victimes, soutien, Dany est la pire personne, etc. Vous souhaitez ça? Nous, j'avoue que on n'a pas vraiment envie de le présenter comme ça. Croire la victime, c'est la version woke. Oh, la vache. C'est absolument scandaleux. C'est Christa, encore une fois, qui répond à la perfection avec ça. À ça. La remise en cause du « victime, on te croit » peut s'entendre, par exemple, dans le cadre d'une Amérique ségrégationniste ou des bourgeoises blanches accusaient des hommes noirs innocents à l'appel. Il s'agit d'abord de tenir compte des logiques de domination. Dans notre contexte d'ère post-MeToo, les fausses accusations sont largement minoritaires et les vraies accusations ne sont pas crues. La preuve en est. En réalité, le « victime, on te croit » vous l'appliquez à l'agresseur que vous considérez être victime d'un complot. Je n'ai pas tiré sur un oiseau moqueur. L'oiseau est parfaitement conscient de ce qu'il m'a fait et il est coupable. Bon. C'est quand même dingue. Hein, c'est dingue et c'est assez douloureux d'entendre des choses comme ça. Bon, je vais faire... en quelques mots, je vais vous faire un résumé un peu imprécis. Mais la première vague du féminisme, c'est une vague qui va du début du siècle jusqu'aux années 60 pour l'obtention des mêmes droits
l'éducation, l'accès à avoir un compte bancaire sans la signature de son mari, etc. La deuxième vague, on considère à partir des années 60 que c'est la vague qui va commencer à parler des droits reproductifs en priorité, avancer les notions de patriarcat, etc. Dans la troisième vague, vous avez une volonté intersectionnelle très puissante avec la notion de genre, avec la notion de féminisme antiraciste, intersectionnel, etc. Et il y a la quatrième vague dans laquelle on est actuellement, qui est une quatrième vague qui est née avec les mouvements Balance ton port et MeToo. Elle est focalisée sur la notion de violence masculine en général, avec une notion aussi d'intersectionnalité très forte. Contrairement aux trois premières vagues, je relis mon texte, je vous prie de m'en excuser, la quatrième, elle a été portée par des millions de femmes. Toutes celles qui ont témoigné avec le hashtag MeToo, celles qui ont relayé leurs paroles, etc. Pour la première fois, une vague féministe n'a pas été portée que par quelques militantes, mais par des intellectuels, des militantes aussi, mais surtout des citoyennes, des lycéennes, des travailleuses, etc. Qu'il ne ressorte pas d'une telle somme de voix une ligne politique directrice évidente, c'est parfaitement normal. Mais que dit cette quatrième vague qui soit fondamentalement politique? Elle dit en somme que la culture du viol protège si férocement les hommes qu'elle s'en prend aux victimes de viol et protège les violeurs. Ainsi, ça devient un positionnement politique de dire aux victimes « je te crois ». La société patriarcale ne te croit pas, la police non plus, la justice non plus, tes proches non plus. Mais moi, ta parole, je la considère, je la crois et je la porte si tu le souhaites, voire je la soutiens. En accordant du crédit à ton témoignage, je me place en opposition avec la société patriarcale qui a fait des femmes des corps sexualisés sans droit. En attaquant le slogan « je te crois » et en parlant de wokisme, expliquez-moi ce qui distingue, du coup, Eugénie Bastier, de l'extrait que je vous ai montré il y a un instant, donc, et de ça, sur le journalisme. Mais tu sais que moi, ça me re-rend, en fait, la période, je disais à Anas, je redeviens un peu abstentionniste pour rigoler, mais le vrai truc qui me re-rend la période, je redeviens en 2013 en mode anti-journalisme, frère. Dany qui redevient anti-journaliste après que Mediapart sorte un article sur lui. Bref. Quand on sait que Mediapart a révélé que les manques de la Zawa ont parlé d'une journaliste de Numérama en ces termes, la petite pute de Numérama, qu'on les voit attaquer le journalisme, la vague MeToo, la quatrième vague du féminisme, mais qu'est-ce qui les différencie, encore une fois, de la position de Fourest? Quand ils doivent, eux, faire du contenu sur les excuses de Norman, ils sont présents l'un comme l'autre. Mais dès que leur structure est touchée par le même genre d'accusation, je relis mon texte, excusez-moi, voilà leur réaction. Ils minimisent ou nient les faits, ils s'attaquent aux victimes et à leur soutien, ils recrutent des alliés, ils essayent de vous faire douter de votre perception de la réalité, ils se positionnent comme des victimes de l'affaire, ils finissent par développer des discours contre le journalisme et le féminisme. Est-ce que vous pensez sincèrement que quand Dany reviendra, parce qu'il reviendra, j'en suis convaincu, en ayant ces éléments en tête, il aura appris quoi que ce soit? Après avoir constaté, avec moi, le déploiement de leur stratégie agresseur, de A à Z, est-ce que vous pensez que quoi que ce soit va changer à l'avenir? Et surtout, est-ce que vous continuez à les croire quand ils affirment à tort et à travers que les accusations qui pèsent sur Dany ne sont pas le reflet d'une structure systémique qui dort au sein de la Zawa? Eh bien, c'est ce que, dans le dernier chapitre, le 7e chapitre, j'essaye de montrer, un chapitre que j'avais intitulé « La vie continue » et ils n'ont rien appris. On a bientôt fini. Je vous remercie de rester avec moi aussi longtemps. Ça va pas être très agréable non plus pour qui que ce soit. Voilà, de se replonger là-dedans, mais bref. Sachez que il y a à peu près un mois, le Tipeee était tombé de 17 000 à 12 000 euros. Bon, voilà, ce qui est quand même assez convenable, même s'il déclare avoir besoin de 11 800 euros de dons pour payer les locaux. Je trouve ça quand même, bon, voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Bref, vous aviez Wissam qui a donc participé à un live, pas le live de la honte où ils étaient tous les deux, Dany et Raz, à parler avant la sortie du témoignage de Christa, mais juste après. Ils avaient fait un grand témoignage où vous avez vu, il y avait Ilyes, il y avait Wissam qui était là aussi en visio. Et bien figurez-vous que ça peut paraître complètement fou, mais... Alors où est-ce que je l'ai noté? Parce que je veux être absolument certain. Alors c'était où? Ah oui, voilà. Pendant que Wissam participait au live où il dénigrait Christa, ses soutiens, ils attaquaient tout le monde, il a lancé, avec parole d'honneur, son financement participatif. Voilà. C'est cauchemardesque. Il était là. Vous voyez, il était en live. Et dans le même temps, le même jour, il lançait son financement participatif. Mais il faut quand même avoir une sacrée indécence, je trouve. Je veux dire, le timing, il est désastreux. Je ne sais même pas comment le dire autrement. Bref.
Un petit mensonge qui avait été balancé comme ça, qui vous montre qu'ils vont pas apprendre bon. grand-chose. Après, maintenant, c'est son histoire. Et de toute façon, il est plus dans la structure. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que... Danny n'est plus dans la structure avant que Danny revienne 2 semaines après. Et puis finalement, ils repartent. Et puis qu'on nous dise qu'il va vendre ses parts. Et qu'en fait, c'est difficile de vendre ses parts. Ils sont encore dans une forme de mensonge permanent. Bref. Il y a d'autres témoignages qui sont accablants, hein, qui sont sortis sur l'attitude de Danny. Ça, c'est le témoignage d'un de ses anciens colocataires. Sur Instagram. En quelques mots. Il explique que Danny lui aurait emprunté 1 000 € qu'il avait touché en dommages et intérêts qu'il aurait perçus après avoir subi un traumatisme crânien et qu'il n'a jamais récupéré cet argent. C'est pas très clean, je vais me tromper de capture. Voilà les captures Instagram. Bref. Il explique que son expérience de colocation lui a laissé des traces traumatisantes. On découvre qu'au sein de la Zawa, Raz aurait prétendu affirmer avoir eu un rapport sexuel avec une stagiaire précaire, voilà, ce qui apparemment était complètement faux. Et soudain, on se rappelle de Raz qui, lors du premier live au sujet de cette affaire, celui où Danny s'était auto-call-out, qui avait déclaré avoir fait bien pire que Danny dans sa vie. Voilà, il avait déclaré ça dans le premier live. Voilà, Raz qui est patron avec Danny de la Zawa et qui explique qu'il a couché avec une stagiaire. Je veux dire, c'est quand même assez grave. Depuis, les lives se sont multipliés, encore, et encore, et encore. Ça s'en prend à la patte du team non-stop, sans aucune interruption. Ça évite systématiquement le sujet, ça bannit des chats les personnes qui essayent de demander des explications sur ce qui s'est passé et sur pourquoi ils ont soutenu Danny et qui n'ont jamais eu de mots pour la victime. Bref. Il y a Doomit qui a très bien résumé cette situation absurde où il dit « Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on en est arrivé à un stade où quand un patron blanc est accusé d'avoir violé une femme et d'en avoir agressé une issue d'une minorité racisée, des personnes le défendent en mobilisant des théories féministes. C'est absolument absurde, effectivement. Pour moi, le plus dramatique là-dedans, c'est que les victimes présumées les voient encore travailler sur Twitch, distribuer les bons et les mauvais points de féminisme, les membres de la Zawa en général, et d'antiracisme d'ailleurs, alors qu'ils n'ont rien tiré de cette histoire. Vous le voyez bien, ils sont dans l'agressivité permanente. Et en ce moment, là, ces derniers jours, ça s'est empiré contre la patte du team. Ils se sont positionnés en victimes, mais ils ont quand même fait des leçons de morale en accusant les autres d'être des moralisateurs. Ils ne se sont jamais remis en question. Toute la Zawa a été entraînée là-dedans, leurs alliés également. Il y a eu des déferlements de retournements accusatoires, de déformation de la réalité, des injures, des menaces. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc qui est vrai. C'est que ça devait sortir sur la chaîne des dossiers du Foilier. J'avais 380 éléments à vous montrer. Capture d'écran et vidéo. Là, je vous le fais en direct. J'ai pas le courage. On en fait déjà à peu près 150, je pense. C'est déjà largement suffisant. Bref, en quelques mots, j'avais d'autres choses à vous dire dans cette 7e partie. Puis j'avais une conclusion, mais je vais pas vous cacher, je n'en peux plus. Je pense que ça se voit, je transpire à chaudes gouttes. Vraiment, je n'en peux plus. Ça fait 1h27. Je vais devoir faire 2-3 montages parce que j'ai un peu bafouillé. J'aimerais corriger 2-3 trucs. Mais conclusion. Sous l'aune de la stratégie agresseur, on voit que la Zawa en général a coché absolument toutes les cases. Toutes les cases, une par une. Et pour pouvoir le faire, ça signifie qu'ils étaient dans une position ultra dominante. Parce que pour pouvoir isoler les victimes, recruter des alliés, donner des bons et des mauvais points, etc., il faut être dans une position de domination. Ce dont je suis le témoin actuellement sur les réseaux sociaux, cette augmentation assez inquiétante, en particulier de Moufette et de Wissam en particulier, d'injures, d'agressivité à l'encontre des gens, de diffamation, de propos complètement déplacés, pour moi montre quelque chose, c'est que ils sont probablement en train de réaliser que ce truc-là va les suivre. Et ça devient une épine vraiment irritante. Et j'ai envie de leur dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière, pour vous dire, on a défendu Danny, on n'aurait pas dû défendre Danny, à l'évidence. On a attaqué beaucoup de personnes, on n'aurait pas dû attaquer ces personnes, on s'est mis sur la défensive. Parce que là, ils font la démonstration pour moi d'une explosion de violence masculine, caractéristique de la stratégie agresseur. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous n'aviez pas vues là-dessus. Et je suis désolé de bâcler un petit peu la fin de cette vidéo, mais je vous assure que là, je suis épuisé. J'hésitais à en parler. En plus, j'ai 2-3 messages de camarades là qui savent que je vais faire la vidéo et qui savent que j'ai à la fois envie et pas envie de la faire. Donc, je vais m'arrêter là. Mais j'espère que sous cet angle-là, ça vous permet de comprendre un petit peu mieux pourquoi on se retrouve avec autant d'agressivité là sur les réseaux sociaux, principalement dirigé vers Padu. Alors Padu maintenant, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que du contenu fait à l'encontre de Padu. Bref, sur ce je vous laisse, je ne sais plus très bien où j'en suis, là je suis vraiment fatigué, je vais aller dormir un petit peu. Je vous souhaite de prendre soin de vous, j'espère que la vidéo n'était pas trop confuse et je vous dis à très vite. Salut les amis.